Le principe des structures fractales a également révolutionné l'univers des effets spéciaux. C'est une scène culte du troisième volet de la guerre des étoiles. Le combat final entre les deux héros au bout du bras mécanique géant qu'une explosion de lave va recouvrir. Au départ, je suis parti du décor modélisé en 3D et j'ai ajouté un jet qui propulse la lave dans les airs. Le résultat n'est pas terrible. On a vaguement l'effet voulu, mais visuellement, ça n'a aucun intérêt. Alors que si j'ajoute une fractale, regardez. Je reprends le jet de départ, mais je le réduis et je recommence. Et je répète l'opération en réduisant toujours plus. Ensuite, il suffit de superposer tous ces effets à la fois. J'ai utilisé la même technique pour les torrents de lave qui s'écoulent. Et pareil ici pour avoir des braises incandescentes. On incruste ensuite les différentes couches et on obtient l'image composite finale, avec l'éruption de lave au premier plan, la coulée de lave à l'arrière-plan, les braises, les étincelles, la vapeur et la fumée. Les graphistes et les artistes du monde entier accueillent à bras ouverts le potentiel visuel des fractales. Mais la plupart des mathématiciens n'ont que mépris pour l'ensemble de Mandelbrot. Le Mathematical Intelligencer, une revue spécialisée, n'arrêtait pas de publier des articles disant que Mandelbrot n'était pas mathématicien, qu'il était nul, que la géométrie fractale n'avait aucun intérêt. L'œil avait été banni de la science. Il avait été excommunié. Ses collègues, et surtout les brillants mathématiciens classiques qu'il respectait, ont dénigré ses théories. On s'habitue au monde qu'on a créé et dans lequel on vit. Et les mathématiciens étaient attachés à cet univers de lignes droites. Ils s'accrochaient à l'ancien paradigme, tandis que Mandelbrot et quelques autres étaient en train d'en créer un nouveau. Il me téléphonait tard le soir, car il était contrarié. Lui disait, c'est une branche de la géométrie au même titre que celle d'Euclide. Les autres étaient outrés. Non, c'est juste une figure générée par une machine débile. Je sais que pour certains, les fractales donnent de jolis dessins, mais ne servent absolument à rien et sont ridicules. En 1982, Mandelbrot répond aux critiques en publiant un autre ouvrage, La géométrie fractale de la nature. On y trouve de nombreux exemples d'applications scientifiques de sa théorie. Il affirme pouvoir mesurer avec précision des formes naturelles et effectuer des calculs capables d'étudier des formations diverses comme les traces d'assèchement des fleuves ou le mouvement des nuages. Tout à coup, le domaine des systèmes vivants et en mouvement, qu'on considérait comme n'étant pas du ressort des mathématiques, et encore moins de la géométrie, était au cœur de toutes les préoccupations. C'est le livre de Mandelbrot qui nous a convaincus que les fractales n'étaient pas que des petits dessins, mais une science à part entière. Une nouvelle façon de regarder le monde, pas seulement pour l'observer et le mesurer, mais aussi pour l'étudier mathématiquement et donc mieux le comprendre. Moi qui travaille sur les fractales depuis 20 ans, je ne vais pas vous dire que c'est un truc cool. Non, c'est surtout un truc utile. Dans les années 1990, un radioastronome originaire de Boston, Nathan Cohen, s'appuie sur les fractales pour réaliser une avancée technologique dans le domaine de la communication électronique. Il est radioamateur, mais son propriétaire refuse qu'il installe des antennes sur le bâtiment. J'étais à une conférence d'astronomie en Hongrie et Mandelbrot a fait une intervention sur les structures à grande échelle de l'univers
et sur l'utilité des fractales pour les comprendre. Ça a épaté tous les chercheurs présents. Il a présenté plusieurs types de fractales. Et je me suis dit, tiens, ce serait marrant de faire une antenne de cette forme-là, pour voir ce que ça donne. Nathan Cohen commence par fabriquer une antenne en forme de flocon de coque. J'ai repensé à la conférence et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si je tords mon fil de fer? Une fois le fil de fer tordu, je l'ai fixé au câble de mon émetteur-récepteur. Et j'ai été très surpris de voir que ça a marché du premier coup. Et j'ai découvert à ma grande surprise que je pouvais faire une antenne bien plus petite grâce à la structure fractale. C'était un bon moyen d'éviter de me fâcher avec mon propriétaire. À force de tenter de nouvelles expériences, Nathan Cohen fait une autre découverte. Les formes fractales permettent non seulement de réduire la taille des antennes, mais aussi de capter un spectre de fréquences bien plus large. Grâce aux fractales, j'ai fini par avoir une réception très large bande. Là, je me suis demandé comment ça se fait. Pourquoi seules les fractales permettraient-elles d'accéder à ces fréquences? Ce travail a abouti à un théorème mathématique qui démontre que si on veut capter un très large spectre de fréquences, l'antenne doit avoir une structure autosimilaire et fractale. Et c'est une condition sine qua non. On n'avait pas trouvé juste une façon de faire parmi d'autres. Non, on pouvait démontrer que c'était le seul et unique moyen de capter ces fréquences. Nathan Cohen fait cette découverte à une époque où les entreprises de téléphonie mobile se heurtent à une difficulté. Elles veulent offrir de nouvelles fonctionnalités à leur clientèle, comme la technologie Bluetooth, le mode Talkie-Walkie et la connexion Wi-Fi, mais chacune d'elles nécessite une bande de fréquences différente. Il fallait pouvoir capter plusieurs fréquences sans avoir 10 antennes qui sortaient du téléphone. Bien sûr, on aurait pu fabriquer un téléphone portable qui ressemble à un porc-épic, mais ça n'aurait pas été très vendeur. Aujourd'hui, les antennes fractales sont utilisées dans des dizaines de millions de téléphones portables et autres outils de communication sans fil, partout dans le monde. D'ici 15 à 20 ans, on s'apercevra que les fractales sont le seul moyen de réduire le coût et la taille des antennes nécessaires à nos besoins en télécommunications. Si un ingénieur un peu malin utilise les fractales dans de nombreux contextes différents, il faut se demander pourquoi la nature, qui est plus maligne que nous, les utilise à sa façon. Elles sont omniprésentes en biologie. Ce sont des schémas que la nature reproduit sans cesse au fil de l'évolution. Le rythme cardiaque en est un exemple frappant, comme nous l'explique Harry Goldberger, un cardiologue originaire de Boston. L'idée que le corps humain est une machine remonte à l'époque de Newton. Le corps est une mécanique rythmée par les battements du cœur. Galilée a chronométré la vitesse des oscillations d'un pendule en prenant son pouls comme unité de temps. C'est l'idée que le cœur bat avec la régularité d'un métronome. Mais quand Harry Goldberger et ses collègues analysent le rythme cardiaque de milliers de sujets, ils découvrent que cette théorie est fausse. Voici les pulsations d'un sujet sain. Comme vous voyez, le rythme cardiaque n'est pas constant. Il fluctue énormément. Et dans ce cas précis, il oscille entre 60 et 120 battements par minute. Harry Goldberger, qui connaît les travaux de Benoît Mandelbrot, identifie ce schéma. Quand on reporte sur un graphique les intervalles entre les battements, on retrouve